Et voilà, nous sommes en direct, Benjamin, quel bonheur. Salut. Salut, merci d'être là de nouveau pour cette 5e édition de nos lives sur la DeFi. Donc moi, je suis dans un endroit tout à fait paradisiaque et il fait nuit ici, mais je suis à l'endroit où il y a le plus de Wi-Fi à la ronde. Et toi, tranquille, le setup, très très bien. Ouais, Donc, chez moi, nous... dans le sud de la France. Et je connais cet endroit, il est un endroit de rêve aussi, vraiment. Donc, la dernière fois, nous en étions restés dans le fameux e-book à la page 14. Donc, pour les nouveaux venus, je rappelle que nous avons comme base de discussion un e-book de 22 pages que Benjamin a rédigé et qui nous sert un peu de fil rouge. N'empêche qu'après, on parle aussi de tout ce qu'on a envie, mais c'est un peu notre fil rouge. Et puis, ce e-book, pour ceux qui souhaitent le télécharger, il est en première ligne de la description sous cette vidéo. Voilà, voilà. Et alors, la dernière fois, on avait parlé de lending borrowing, des DEX, des exchanges décentralisés, et on en était resté aux actifs fractionnés. Quel est l'intérêt des actifs fractionnés? Comment ça marche? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Oui, alors justement, je vais te parler de ma découverte. Comme tu sais, j'ai commencé à rentrer dans le domaine du Web3 et de la blockchain avec l'art, avec des œuvres digitales. Et je me suis fasciné, comme tout le monde, par la vente de l'artiste Beeple. Tu te souviens, donc en mars 2021, mars ou avril 2021, il y a cet artiste américain dont le pseudonyme est Beeple qui vend une œuvre digitale. Donc c'est un grand patchwork d'images en JPEG. Finalement, il le vend 69 millions de dollars, vendu par Christie's aux enchères. Et c'est la première fois d'abord que Christie's vendait une œuvre purement digitale. Donc un JPEG. Première fois que Christie's le vendait en crypto-monnaie, il fallait payer en Ether. Première fois que Christie's proposait un wallet sur lequel il fallait expédier les tokens et recevoir le NFT, etc. Première fois que c'était une vente de NFT. En fait, c'était une grande première. Et cette œuvre s'est vendue extrêmement cher. Et Beeple, lui, a reconnu le lendemain que son collectionneur, l'acheteur, est un Indien qui s'appelle Mehta Kovan. Je vous incite à aller voir Mehta Kovan sur YouTube. C'est un crypto-millionnaire indien qui est rentré très tôt en 2013 dans le secteur et qui est un fanatique d'art. Et en fait, il a acheté beaucoup de Beeple déjà depuis 2019-2020. Dès que Beeple est entré dans les NFT, Mehta Kovan a acheté ça. Et puis, j'ai appris très vite que Mehta Kovan a proposé un fonds où il y aurait toutes les œuvres de Beeple qui seraient réunies dans un fonds. Alors maintenant, on est entre initiés. Ce fonds, en fait, ça s'appelle un smart contract. Donc c'est un contrat intelligent, en fait, c'est un logiciel sur lequel on peut effectivement placer les NFT numériquement sur la blockchain Ethereum, et il proposait d'être propriétaire d'une partie de ce fonds, d'une petite partie de ce fonds. Alors il émettait des tokens à nouveau, donc le smart contract permet d'émettre un token. On décide à la base si on en émet 1 million, 10 millions, j'en sais rien, 100 millions de tokens, on décide le prix, etc. Entre parenthèses, ça s'appelle la tokenomics, qui est une contraction de token et de economics, c'est-à-dire combien de tokens on va libérer, à quel prix, quelle est la distribution des tokens, 10% pour l'équipe fondatrice, 10% pour les VC, etc., etc. Et donc, il a fait ça avec des œuvres d'art de Beeple. Et ça m'a touché parce que moi, j'adore l'art. J'aime beaucoup ce que fait Beeple. D'ailleurs, autre parenthèse, pas tellement graphiquement. Je trouve ça pas formidable, si tu veux, graphiquement, Beeple. En tout cas, en revanche, en termes d'ironie sur le monde actuel, ironie sur Elon Musk, sur tous les puissants de ce monde, je le trouve très doué pour mettre en avant ça dans ses créations. Et donc, on pouvait acheter un token d'une fraction de la collection de Mehta Kovan qui incluait beaucoup de Beeple. Alors après, si on rentre un peu dans la technique, on peut le faire. Attends, juste avant que tu rentres dans la technique, dis-moi, est-ce qu'on peut le voir sur CoinGecko, CoinMarketCap, ce token, ou bien sur OpenSea, comment il s'appelle Ça fait longtemps que je ne suis pas allé voir ça. D'accord. Tu nous diras la prochaine fois. C'est intéressant pour concrétiser la chose, pour pouvoir l'afficher, tu vois. Mais en tout cas, c'est super que tu aies vécu ça. Donc ça, pour toi, c'était une prise de conscience.
Oui, c'était une prise de conscience que la tokenisation des actifs, parce qu'en fait, je me rendais pas vraiment compte. D'ailleurs, ça se faisait pas tellement. Avant le Web3, avant la blockchain, comment pouvait-on fractionner un actif? Alors oui, on pouvait acheter une voiture à plusieurs. Je me souviens, on pouvait acheter un appartement à plusieurs. Mais qu'est-ce que c'était compliqué. Il fallait passer devant un notaire. Il fallait être très copain avec les gens avec qui on faisait ça. Bon. On n'avait pas idée de fractionner une collection d'art non plus. Hein. D'ailleurs, il y avait des gens à l'époque de Picasso, je me souviens, ça s'appelait La Peau de l'ours. C'était un collectif de collectionneurs. Ils achetaient à plusieurs des œuvres d'art et chacun avait le droit, un an sur deux, on avait le droit d'accrocher l'œuvre chez soi. Et puis après, il y avait un plan d'attaque, un business plan en fait, qui disait que l'œuvre sera revendue au bout de 10 ans. Et on partageait les bénéfices, etc. Donc, tu vois, ça a démarré par l'art aussi, la fractionnisation. Et aujourd'hui, on appelle ça la tokenisation. Donc, émettre des tokens qui représentent une fraction d'un actif qui est cher, qui est coûteux. Alors, ça marche. Par exemple, un exemple simple pour notre audience, c'est, imaginons que le tableau de la Joconde, son propriétaire souhaitait le tokeniser et qu'il en fasse 1 million de tokens et qu'on puisse acheter chaque token pour, je sais pas, 1 000 euros. Et donc, j'ai payé 1 000 euros et je possède 1 millionième de la Joconde. Et si un jour elle est revendue, j'encaisserai 1 millionième de la transaction. Oui, c'est une très bonne idée. D'ailleurs, le Louvre, je pense qu'il est possible que le Louvre réfléchisse à ça. Enfin, les grands musées réfléchissent à ça. Il y a eu l'expérience à Vienne sur un tableau de Klimt. En fait, ils en ont fait des NFT. Donc, ils ont découpé virtuellement, ils ont découpé l'image du tableau de Klimt, le fameux baiser, tu vois. Et ils en ont émis 10 000 NFT. En fait, ils ont quadrillé le tableau en 10 000 petits carrés et ils ont émis un NFT à chaque fois. Alors ça, c'est une tokenisation poétique. C'est pas de la tokenisation technique. En fait, on ne possède pas du tout le tableau. On possède juste un carré du tableau. En fait, on possède la représentation digitale du tableau. Mais bon, c'est une façon de soutenir le musée parce que bon, les musées se sont pris moins 70% de chiffre d'affaires à cause des confinements. Donc, en revanche, il y a une tokenisation qui est très technique, celle-là, qui est très intéressante, c'est sur l'immobilier. Et toi comme moi, Chantal, on a investi dans une société, une start-up qui s'appelle Realty, R-E-A-L-T, comme real estate et T comme tokenisation. Et eux sont des professionnels de l'immobilier qui, eux, achètent des appartements ou des immeubles carrément via une société, une vraie société enregistrée. Et en fait, cette société a des parts sociales, et ces parts sociales sont représentées par des tokens. Et donc tout ça est dans le smart contract. On met des conditions générales de vente dans le smart contract. On enregistre ça auprès des autorités compétentes. Et effectivement, quand on achète un token sur son wallet, c'est comme si on était passé de chez le notaire et qu'on avait acheté une part sociale de la société. En France, on dirait une SCI, une société civile immobilière, ça c'est très français. Mais aux États-Unis, je crois que c'est surtout aux États-Unis qui font ça, ça s'appelle une limited, une société anonyme, en fait, une SARL, quoi. Et donc, le token représente vraiment et légalement devant les tribunaux l'achat d'une part sociale de la société qui, elle, possède l'appartement. Exactement. Et cette société, dans le cas de Realty, elle s'occupe de archi tout. On n'a aucun souci. Elle s'occupe de toutes les transactions d'achat, les rénovations, encaisser les loyers des locataires, nous reverser une portion de ces loyers. Et voilà, moi j'ai acheté dans l'État de New York un morceau d'une entreprise qui possède une maison qui est dans l'État de New York. J'ai payé il y a plusieurs années en arrière $58 pour une part, donc je possède juste un tout petit bout de la maison, enfin de l'entreprise qui possède la maison, et je reçois depuis lors religieusement chaque semaine 11 centimes de dollars dans un portefeuille MetaMask XDAI parce qu'il n'y a pas de frais de transaction quasiment, et quelle que soit la période bulle ou bear market, je reçois la même quantité d'argent parce que cette quantité d'argent dépend des loyers qu'ils encaissent et de la valeur de la maison. Ça ne dépend pas est-ce que le marché est haussier ou baissier. Et ils ont une fois par année une réévaluation de la valeur de la maison de plusieurs sources en collaboration avec Chainlink pour que ça soit décentralisé et que ça soit valide aussi au niveau blockchain. Oui, c'est pas mal ce qu'ils font Realty. Tu as raison de préciser, tu parles des loyers, donc ça s'appelle vraiment un utility token. Et c'est donc vraiment pas un token type boursier. C'est pas un token qui a vocation à être volatile.
parce que c'est un token d'utilité. C'est-à-dire quand on a ce token, c'est comme une part sociale, c'est exactement ce que tu dis. Il y a un vrai locataire qui habite ce vrai logement dans la vie réelle. On n'est pas dans le métavers. Et ce vrai locataire, il paye un loyer. Et comme tu dis, comme quand on est possesseur d'un appartement, on perçoit une fraction du loyer qui est du vrai argent, qui est payé par des vrais gens. Et alors, c'est sous la forme ERC20, parce que c'était au début, les NFT n'étaient pas très développés à cette époque-là, et ils ont choisi de le faire au format ERC20, et ça convient assez bien. Et il y en a quelques-uns qui sont en vente sur Uniswap. Alors, j'ai cherché la maison dans laquelle j'ai investi à New York. Est-ce qu'elle y est? Oui, elle est en vente. Et les prix, ils ont fluctué comment? Ah ouais, ils ont fluctué. Mais en fait, ils sont toujours ramenés à cette valeur d'origine de $58, un peu comme un élastique, même quand ça fluctue. Hein, je vois historiquement avec les prix d'achat et de vente sur Uniswap. Et il faut savoir que si on en achète une comme ça sur Uniswap, on n'a pas besoin de faire un KYC. On n'a pas besoin de dire qui on est, mais on ne recevra pas de loyer. Pour recevoir le loyer, il faut vraiment s'annoncer et remplir les formalités auprès de Realty, c'est-à-dire simplement se faire connaître, faire le KYC, montrer notre identité. Et ensuite, il y a un contrat, c'est tout automatisé, ça se fait en quelques secondes, quelques minutes. Il y a un contrat qui est signé par les deux parties pour valider le fait que je possède une part de l'entreprise. Donc, il y a un moment où j'ai dû valider le contrat. Et maintenant, il n'y a plus rien à faire, quoi. Rien du tout, à part encaisser. Tu fais référence, c'est super ce que tu dis, tu fais référence à deux choses majeures, c'est la puissance de la tokenisation et la puissance d'Ethereum, enfin de l'écosystème Ethereum, avec toutes les layers 2 qui sont dessus, etc. Parce que je crois que leurs tokens sont sur Gnosis, enfin en tout cas c'est sur des layers 2 d'Ethereum. Et la puissance de la tokenisation, c'est exactement ce que tu viens de dire, c'est-à-dire qu'un token sur Ethereum, il est mondialement échangeable, mondialement reconnu, mondialement utilisable par tout le monde, il suffit d'avoir un wallet. Et ça, c'est hyper simple maintenant. Progressivement, ce sera de plus en plus simple, puisque, comme tu le sais, comme je le dis tout le temps, les iPhones, les Android l'année prochaine vont vous proposer des wallets intégrés. Donc, ça va être simple. Dès que tu as fini ce que tu es en train de dire, il faut qu'on parle de ta formation wallet. Mais vas-y, finis ce que tu étais en train de dire. Et donc, les puristes du Web3 et de la blockchain vont donc bondir sur leur chaise en disant « Oh là là, pour la décentralisation, c'est horrible, etc. » Ça pourra faire l'objet d'un prochain live, si tu veux bien. Les rêves perdus, les illusions perdues de la décentralisation, on pourra y revenir. Et on pourra ajuster ce discours qui est malheureusement en train d'être complètement saccagé. Ou alors, on verra si, justement, il n'y a pas quelque chose à en tirer de cette décentralisation qui va être ratée, puisqu'on a vu que MetaMask va collecter les données, va donner toutes les informations qu'ils ont. Et pour moi, ça me paraissait tellement évident. Mais bon, bref, je dévie. La puissance de la tokenisation, c'est ça. C'est-à-dire qu'avant, quand on fractionnait, il fallait passer chez le notaire. Il y avait des frais, des taxes, des impôts qui étaient extrêmement chers. Donc, on n'allait pas chez le notaire pour s'échanger 50 € de fraction. Or, chez Realty, on achète pour $50 un token. Un token, c'est $50 et on est déjà copropriétaire et on reçoit déjà une partie des loyers et on est autour de 8-10% d'intérêt par an, hein, comme on dirait dans la DeFi de APR, Annual Percentage Rate. Donc on est sur du 8-10%, en tout cas non garanti, mais constaté depuis déjà un an. Et a priori, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Et en plus, comme tu dis, le token, on peut l'échanger donc sur des DEX, donc sur Uniswap, qui est dans la DeFi, mais on peut l'échanger aussi sur le site Realty, via même la communauté. Il y a même un Telegram. On peut s'échanger des messages entre copropriétaires. Et toi, Chantal, par exemple, je pourrais t'envoyer un message Telegram en disant bah, tiens, Chantal, tes tokens, je te les reprends si ça te dit. Et on fait un échange de gré à gré, par exemple. Donc, il y a aussi cet aspect communautaire. Et comme on a des tokens, on passe plus chez le notaire, on s'embête pas la vie. On peut s'échanger pour 50 € de tokens. Enfin, c'est juste, la révolution, elle est là, quoi, vraiment. Ouais. Et alors, ceux qui souhaitent acheter des tokens Realty, ils vont sur le site de Realty. Le plus simple, c'est de passer par CoinGecko.
vous ouvrez n'importe quel, vous en verrez tout plein, hein, vous tapez REALT, vous en verrez tout plein parce qu'il y a un token pour chaque maison, donc il y en a tout plein. Et depuis là, vous avez le vrai site web de Realty, hein, pour être sûr de ne pas arriver chez un pirate, parce que c'est comme moi je recommande toujours aux gens de passer toujours par CoinGecko pour ouvrir tous les liens, sauf s'ils les ont déjà mis dans les favoris. Et alors sur le site de Realty, ils nous montrent chaque fois qu'est-ce qu'ils mettent en vente, les prochaines. Et en fait, quand il y a une mise en vente, il faut se précipiter parce que tout est vendu en quelques minutes, hein. Pour eux, c'est énormément de travail de trouver la bonne maison, de faire le business plan, tout organiser. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'au moment où on voit les propositions d'achat, eh ben, ils indiquent le pourcentage de revenus attendu. C'est jamais garanti, mais c'est attendu en fonction du business plan. Et le business plan, il tient bien la route, puisque c'est des choses qu'ils connaissent. Ils connaissent à fond exactement. Ils ont les devis, ils ont déjà les locataires le plus souvent. Donc, finalement, ça tient la route. Donc, voilà, ceux qui souhaitent acheter des… Moi, j'ai aucun lien d'affaires avec Realty. D'ailleurs, j'aimerais bien parce qu'ils sont chouettes, mais j'ai aucun lien d'affaires avec eux. Et je suis juste une simple cliente, mais je constate que c'est une bonne boîte. En plus de ça, j'ai regardé plein d'interviews avec les fondateurs. Ils sont chouettes. Ceux qui veulent voir les détails, il faut aller sur Grand Angle Crypto et Grand Angle Entrepreneur et Grand Angle tout court. Il y a 3 interviews Realty. Mais si vous voulez en voir juste un, allez voir celui sur Grand Angle Crypto. Donc la chaîne YouTube Grand Angle Crypto, Realty. Et là, il y a l'interview d'un des 2 cofondateurs, ce sont 2 frères. Et c'est passionnant de voir comment ça fonctionne. Et même s'il a déjà plusieurs mois, il date de quand? Il y a au moins une année, je ne me rappelle plus, mais il est toujours aussi valable, cette interview. Donc ceux qui s'intéressent à acheter des petits morceaux de maison comme ça, parce que franchement, après, quand tout chute, ben ça chute pas. Ce qui de nos jours est quelque chose de très précieux, hein. Oui, parce que c'est Voilà. une utilité. C'est comme une carte de membre. Il n'y a pas de raison que la carte de membre, elle subisse le bear market. Voilà. Tu dis aussi une chose vraiment qu'il faut souligner, c'est, moi j'allais le dire, je ne me souviens plus. Ah oui, ce sont des professionnels de l'immobilier, les frères Jacobson. Et alors d'ailleurs, méfiez-vous des gens qui tokenisent des choses qu'ils ne connaissent pas. Méfiez-vous des gens qui en fait sont beaucoup plus préoccupés par la tokenisation et la blockchain plutôt que par leur vrai métier. En clair, nous on va sur l'immobilier tokenisé parce qu'on c'est fait par des experts de l'immobilier qui ensuite découvrent le token. Quand on va sur les diamants tokenisés, moi je m'intéresse à ceux qui font des diamants d'abord et qui ensuite font de la tokenisation. C'est comme Pax Gold avec Chantal, on a aussi du token Pax Gold. Et ça, c'est des gens, c'est Pax qui est un expert de l'or et qui ensuite se met sur la blockchain. Donc, plutôt que l'inverse, vous voyez, des gens qui s'improvisent experts de ceci, cela, parce qu'en fait, ils ont juste une blockchain. Ils ont juste des ingénieurs. Voilà. Ouais, excellent. Ouais. Est-ce qu'il y a encore autre chose à dire sur la tokenisation avant qu'on parle des wallets? Non, c'est bon. Oui, il y a plein d'expériences à aller voir, il y a effectivement, mais ça commence, hein, c'est vraiment tout jeune. Je pense que d'ailleurs l'immobilier en France, alors Realty c'est de l'immobilier aux États-Unis. En France, je sais qu'il y a une boîte, je discute avec eux parce que ils sont en train d'essayer de trouver une zone juridique où ce serait possible en France, et ce serait via l'usufruit et la nue propriété, parce qu'en France on peut démembrer un bien immobilier entre usufruit et nue propriété, et il serait question que le token soit sur un des deux. Enfin bon, c'est assez technique, mais les juristes français sont en train de trouver une faille parce qu'aux États-Unis, c'était très facile. La loi l'autorise. En France et en Europe, ça a l'air d'être beaucoup plus compliqué. Comme d'habitude, on a plus de lois et c'est plus restrictif. Mais je suis persuadé qu'on va trouver. Sur les diamants, il y a beaucoup d'expérience. Sur l'or, ça marche déjà bien. Sur l'art aussi, c'est intéressant. Il y a des expériences, même sur les cartes Pokémon. Je connais une boîte qui achète des cartes Pokémon à 500 000 $. Ils les mettent au coffre. Ils s'engagent à ne jamais la vendre, cette carte, et ils adossent à cette carte des tokens qui vont représenter la valeur de la carte Pokémon. Et en fait, ces tokens vont fluctuer avec la fluctuation du cours des cartes Pokémon. Donc, vous voyez, on peut être très créatif. Et une fois de plus, méfiez-vous. Qui fait ça? Regardez l'équipe. Interrogez Chantal, parce que Chantal, elle screen tous les projets. On ne peut pas passer sous les fourches codines de Chantal. Donc, si Chantal, tu dis tel projet de tokenisation, c'est bon, alors on y va. Mais voilà, explorez ça et on est au tout début. Et il y a un point commun entre tous les projets qu'on vient de citer qui sont intéressants pour la tokenisation, c'est la rareté. La rareté. Dans ce monde où nos gouvernements et nos banques centrales impriment des quantités phénoménales, ce qui a une vraie valeur, c'est ce qui a une vraie rareté. Ouais. Ouais, tu as raison de dire ça. Donc de l'utilité, de la rareté. Je rajouterai de l'utilité. Mais oui.
Quoique. En tout cas, oui, c'est la rareté. Parce que tu me diras, l'or et les cartes Pokémon, il n'y a pas tellement d'utilité. L'or, oui, mais on l'utilise pour plein de trucs. Mais les cartes Pokémon, on l'utilise pour avoir des émotions. Les émotions du collectionneur, l'émotion de compléter une collection, l'émotion d'être admiré par ses pairs qui sont motivés par la même collection. Ça a une valeur, les émotions, qu'il faut respecter. C'est juste que ça n'a pas une utilité pratico-pratique. Ouais. D'ailleurs, tu me fais penser que j'ai interrogé Jean-Sébastien Bocan qui a fondé une boîte qui s'appelle La Collection et qui a mis qui NFTise les musées. Donc, tu vois, ils ont fait des collections NFT pour le British Museum, pour le musée à Vienne, etc. Et en fait, là où il y a une utilité derrière chaque token, c'est que tu peux accéder à des soirées privées dans le musée le soir. Tu vois, on ferme le musée et il y a le conservateur qui vient, qui t'explique les tableaux en vrai, en buvant du champagne. Donc, en fait, tu as une expérience avec ton token. Et à mon avis, ça va être un gros développement dans l'avenir. Ça va être vraiment des utilités associées à des tokens électroniques derrière. C'est déjà le cas pour des clubs VIP qui veulent attirer, même avant la blockchain, hein, des clubs VIP qui veulent attirer des souscriptions, des gens qui s'abonnent, qui leur proposent des expériences qui ne sont pas ouvertes au public. Donc, en fait, de nouveau, on revient à la rareté ou l'exclusivité parce que ça n'est pas ouvert au public. Donc, on a accès à quelque chose de spécial. Et on peut tout à fait reporter ça dans la blockchain. Ouais. Exactement. Ouais. Donc, par contre, on n'avait pas besoin de la blockchain pour le faire. Donc, je ne suis pas sûre que ce soit un use case qui soit hyper porteur. Ça ne suffit pas. À mon avis, il faut coupler ça avec un apport de confiance. Typiquement, je possède un morceau de cette œuvre de ce musée, ou alors je possède une part de l'entreprise de ce musée, quelque chose pour lequel, dans le temps, on aurait eu besoin d'un notaire. Et à ce moment-là, il y a un vrai use case, tu vois. Et le fait de pouvoir participer à des événements de manière exclusive, c'est la cerise sur le gâteau qui va motiver la personne émotionnellement et qui va faire le déclic d'achat. Mais on pouvait déjà le faire avant la blockchain. C'est pas un vrai use case. Oui, en fait, il faut les deux. Oui, mais c'est vrai que c'est intéressant. Alors, il y a plein de choses qui ne sont pas non plus réalty, finalement. Tokeniser l'immobilier, ça existait aussi déjà. En France, ça s'appelait une FCPI. Non, parce que en fait, pardon de te contredire, mais c'est justement là où il y a un vrai use case pour la blockchain, parce qu'on remplace le notaire. Par la confiance qu'apporte la blockchain, on enlève l'intermédiaire. Tu veux dire qu'ils ont inventé l'idée de fractionner? Oui, ça, l'idée de fractionner. Il n'y a pas besoin que le projet ait fait une innovation de quelque chose qui n'existait pas. Par contre, il y a besoin que le projet utilise un des atouts de la blockchain, c'est-à-dire la confiance qu'on a dans le code. Ouais. Et donc, un projet qui permet réellement d'enlever des intermédiaires, c'est un vrai use case blockchain, tu vois. Ouais. Il y a aussi quelque chose quand même dans ce que tu dis de fort, c'est que la tokenisation permet aussi l'échange entre particuliers en un clic. Au fond, ça oui, mais c'est ça d'enlever les intermédiaires. C'est exactement la même chose. Tu as hyper raison, c'est tout à fait ça. En fait, ça rend liquide, c'est ce que disent les financiers, ils appellent ça la liquidité du token. Liquidité, ça veut dire qu'on trouve facilement un acheteur en face, quoi, en fait, en gros. Hein. Alors qu'avant, évidemment, tu avais une carte de membre ou tu avais un pass exclusif à un musée. Si tu voulais trouver un acheteur, il fallait mettre une annonce sur, je sais pas, Le Bon Coin ou sur Facebook et tu disais qui est-ce qui est intéressé par mon… Alors qu'aujourd'hui, tu peux effectivement lister ton token sur une place de marché et les gens peuvent voir si le token est disponible, comme toi, tu as fait sur une eSwap d'ailleurs. Mais la créativité en tokenisation, elle est folle maintenant parce qu'elle va même, je pense, très loin. Tu vois sur ceux qui ont des Bored Ape, donc ceux qui ont des NFT qu'on appelle des collectibles. Donc les fameux CryptoPunk, les fameux Bored Ape, eh ben, tu peux fractionner ton Bored Ape parce qu'aujourd'hui, le moins cher des Bored Ape, ça vaut 100 000 $, tu vois. Donc, oui, alors en fait, les Bored Apes et les CryptoPunk, les deux que tu viens de citer, sont considérés maintenant comme les blue chip, c'est-à-dire comme l'or et l'argent. Vraiment, c'est les deux plus gros que tout le monde connaît. Et quoi qu'il arrive, on pense qu'ils vont garder une valeur, ils vont jamais tomber à zéro. Tandis que les autres, on prend un petit NFT qui a eu son heure de gloire, si personne veut l'acheter, il vaut zéro. Ouais. Oui, donc là, c'est bien de parler des blue chips. Et c'est pour ça qu'ils valent tellement cher. La smart money, les gros comptes connaisseurs qui veulent acheter des œuvres d'art, qu'est-ce qu'ils achètent? Ils achètent ça. Ouais. Parce que le reste, ils ne savent pas combien ça vaudra dans le futur, tu vois. Même quelqu'un qui n'aime pas Picasso, il va acheter un Picasso parce qu'il sait que ça va prendre de la valeur. Ouais. C'est marrant que tu dises blue chip, tu te souviens, moi quand j'étais jeune, les blue chips c'était IBM. IBM c'était donc IBM, Nestlé aussi. Et Nestlé, oui, c'est ça. Les actions blue chip, c'était les actions qui ne tomberaient jamais, quoi, qui étaient les plus grosses boîtes. C'est ça.
Et aussi, il y a des blue chips qui rapportent des dividendes, qui sont à la fois blue chip et à la fois dividendes. C'est d'ailleurs la spécialité de Warren Buffett, des dividendes. Mais bon, dans la blockchain, c'est très touchy parce que ceux qui rapportent des dividendes ont peur de se faire reclasser comme security et du coup d'avoir un procès et d'avoir des gros problèmes. Donc c'est toujours un peu délicat. Le mot dividende, on n'ose pas trop l'utiliser. On pourra associer tes dividendes, l'idée du dividende au airdrop. C'est par exemple ce que promettent tous les possesseurs de Clonix, donc la collection collective de Nike et de Artefact. Ils ont tous bénéficié de plusieurs airdrops. Donc, un beau matin, tu ouvres ton wallet et tu découvres aux merveilles que tu as reçu un NFT gratuit. Et au fond, c'est une façon de dire aux gens, ben, gardez vos NFT, vous serez récompensés par votre fidélité. Et puis, le phénomène des airdrops sur Artefact, c'était un truc incroyable. Parce que tu recevais, t'achetais une fiole qui était toutes les mêmes, et puis après il y avait un reveal, et puis tu t'aperçois que dans ta fiole tu as un Clonix, et puis après si tu gardes ton Clonix, tu reçois une boîte noire, et puis dans la boîte noire il y a des sneakers de Nike parce qu'ils se sont fait racheter, et puis les sneakers tu peux les convertir, tu peux changer les couleurs, etc., etc. Enfin, en marketing c'est un truc assez marrant à faire. Donc, alors passons peut-être au wallet parce que. Mais oui, parce que quand on a acheté ce qu'on veut acheter, ben il y a un moment il faut le mettre en sécurité. Ouais. On sait qu'en ce moment, les exchanges sont en train de se casser la figure, tous l'un après l'autre. Enfin, pas tous, mais beaucoup d'entre eux. Et on ne sait pas quels seront les prochains parce qu'évidemment, ils vont pas nous dire s'ils sont dans la détresse. Donc, il vaut mieux avoir ses propres cryptos chez soi, enfin dans un endroit dont on maîtrise la clé privée. Ouais. Mais il faut en même temps que ça soit facile, histoire de ne pas se planter et histoire de ne pas faire peur aux plus débutants. Donc là, on a besoin de gens qui nous accompagnent pour faire ça bien, pour apprendre à faire ça bien, pour la mise en place et tout ça. Et Benjamin, il est très, très fort là-dedans. Donc Benjamin, s'il te plaît, dis-nous quelle est la prochaine date, parce qu'il y en a plein qui ont loupé la précédente date et qui voudraient bien savoir qu'est-ce que c'est la prochaine date. Justement, donc donc mon workshop wallet, ça s'appelle un workshop wallet, ça dure 1h30 par Zoom en direct à 18h, on le fait tous ensemble par Zoom et c'est vraiment un accompagnement main dans la main. C'est le 15 décembre à 18h. J'ai fait un site web que vous retrouverez sur nftbusiness.tech / workshop wallet, mais même sur le site nftbusiness.tech, vous verrez dans les formations, il y a workshop wallet et ça coûte 95 € et je vous explique. D'abord, même pour ceux qui n'ont pas encore de crypto, c'est valable pour ceux qui en ont et ceux qui n'en ont pas. Je m'aperçois que même ceux qui ont de la crypto, ils sont encore un peu perdus sur la notion d'exchange, la centralisation et la notion de wallet décentralisé. Et ils sont aussi perdus sur le wallet, le hot wallet logiciel et le cold wallet hardware, quoi. Et donc, je fais ça le 15 décembre et vous verrez que je vous explique la différence vraiment entre le jeu de clés, la clé privée et la clé publique, et la façon dont les exchanges vont gérer les clés pour vous. Et ils ne vous le disent pas, et ils vous incitent à laisser vos tokens sur la plateforme. Parce qu'en fait, il y a un jeu derrière, évidemment, ils vont replacer vos tokens dans le circuit financier. C'est exactement ce qu'a fait FTX, mais FTX l'a fait de manière complètement déraisonnable et de manière même comme un escroc en fait, c'était de l'escroquerie. Mais on voit bien que même Binance, qui est un exchange quand même très sérieux, qui est là depuis longtemps, on voit bien qu'ils ont libéré maintenant, ils ont fait état de leurs réserves, et il y a beaucoup de réserves, mais il y a pas mal de réserves en BNB aussi. Et alors les gens s'inquiètent en disant le BNB, c'est quand même le token natif de Binance, mais ça aussi j'explique rapidement parce qu'on n'a pas trop le temps, mais oui, c'est le token natif, comme FTT était le token natif de FTX, c'est vrai, mais BNB, c'est un écosystème gigantesque qui existe depuis des années, des années. Par exemple, il faut savoir que le BNB, il y a toute la DeFi, il y a toute la finance décentralisée sur le BNB. Il faut savoir que le BNB, c'est un launchpad aussi, donc Binance, c'est un launchpad, et j'avais vérifié, je ne me souvenais plus, les sociétés comme, enfin les boîtes comme, les blockchains comme Matic, comme Elrond, comme il y avait Sandbox, il y avait Axie Infinity qui se sont lancés via Binance quand même. C'est juste les blue chips maintenant de demain, c'est Matic, c'est Elrond, et ils ont tous commencé sur le launchpad de Binance. Et il fallait mettre du BNB au départ. Donc, ça n'a rien à voir avec FTX, quoi. FTX, c'était un feu de paille. Ça a duré 2 ans, ça a démarré fin 2019 et ça a explosé en vol, alors que Binance, ça fait quand même 7 ans maintenant. Et il y a des gros projets qui sont sortis de Binance. Donc, une fois de plus, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Donc, j'explique comment on peut profiter des exchanges, mettre peut-être, si on veut faire un peu de DeFi, si on veut faire un peu de stacking, comme on a dit l'autre fois, on peut en placer sur quelques exchanges comme Kraken ou Binance, parce que
On peut estimer que le risque est contrôlé. Une fois de plus, il ne s'agit pas de faire une confiance aveugle, il s'agit de contrôler son risque, de savoir si ça vous empêche de dormir ou pas. Donc, on regarde le risque-reward, c'est-à-dire quelle quantité de risque pour quelle quantité de retour. On fait une balance. Et puis, la plupart de ces jetons, ces tokens qu'on veut holder, qu'on veut garder, on les met sur son wallet. Deux types de wallets, soit le wallet MetaMask, si on veut un peu interagir, si on veut avoir la main sur ces tokens, et puis un wallet, et puis des tokens à froid, donc dans un wallet froid, un cold wallet qui s'appelle Ledger. Et là, on met ça Ledger, on met les tokens dessus, la Ledger au coffre, dans un tiroir fermé à clé, et on oublie pendant 4 ans pour le prochain bull market qui nous rendra tous riches. Non, j'en sais rien. En tout cas, on pourra tous aller te rejoindre sur ton île privée, Chantal. Ah, je t'entends pas. Ah, je t'entends pas. Chantal, je t'entends pas. Ouais, je sais, j'avais enlevé le son. Mais voilà. je voulais juste afficher la table des matières de ta formation. Tu as eu l'occasion de la voir là? Ouais, j'ai vu. Ok, donc pour notre audience, j'ai mis le lien dans le chat. Et d'ailleurs, je vais le remettre. Tac. Merci. Relever, Enter. Et puis, je vais le mettre évidemment aussi dans la description. Et je viens d'afficher la table des matières. En fait, il suffit de scroller un peu pour voir elle est très bien faite, ta page descriptive. Ça donne vraiment envie de venir. Okay. Excellent, excellent. Donc, je précise pour les nouveaux venus que j'ai vu Benjamin donner une formation en live, en présentiel à Marbella et que c'était passionnant. Il explique vraiment super bien. Et d'ailleurs, j'ai adoré ta dernière vidéo sur ta chaîne NFT Business. Attends, je vais l'afficher, elle est trop bien. Présenter. Non, mais attends, vraiment trop bien, quoi. J'ai même pas pensé à mettre vitesse rapide tellement je buvais tes paroles. Voilà. Tu vois mon écran? Ouais, impeccable. C'est là. Super, c'est la chaîne YouTube qui s'appelle NFT Business Podcast. Hein, donc, ils ont un podcast où ils interviewent des gens vraiment passionnants. Et là, c'était quoi? Il y a 16 heures, hein, donc c'est il y a moins de 24 heures. En quoi? Moins de 10 minutes, tu nous donnes plein d'informations sur qu'est-ce qui se passe actuellement. Et j'étais là, j'adhérais à tout ce que tu disais. J'étais là, ouais, c'est exactement ça. Et franchement, ce que tu as réussi à nous faire passer comme message en moins de 10 minutes, avec des mots simples, très clairs, eh bien, moi, je pense qu'un autre YouTuber, il aurait mis 5 fois plus de temps à faire passer le même message. J'étais vraiment épatée. C'était passionnant. Voilà, je voulais en profiter pour te féliciter. Hein. Surtout que toi, tu n'as pas encore fait beaucoup de choses sur YouTube. Hein. C'est nouveau pour toi. Donc, je voulais te dire, vraiment, ça donne super bien. Tu as vraiment une personnalité qui passe super bien et c'est passionnant de t'écouter. Donc, je recommande à notre audience d'aller voir cette vidéo-là. Je vais mettre le lien dans le chat. C'est la plus récente. Je mets carrément le lien vers la chaîne YouTube. Abonnez-vous et tac, CTRL-V, Enter. Et abonnez-vous aussi à ma chaîne Crypto Expert si ce n'est pas encore fait. Hein, parce que celui qui s'occupe de ma chaîne, il me dit tout le temps, Chantal, tu devrais leur dire de s'abonner. Oui, d'accord. S'il vous plaît, abonnez-vous. Comme ça, vous saurez comme la prochaine fois que je diffuse. Vous serez bien informés. Parfait, parfait. Moi, je précise, je te remercie 1000 fois, Chantal, ce que tu me dis de mon travail. Ça me touche vraiment beaucoup. Et j'aimerais dire aux gens que je ne suis pas un geek et qu'en fait, j'aimerais vous donner en tout cas tout ce que moi, j'ai pas reçu. C'est-à-dire que moi, j'étais obligé de me palucher, j'allais dire, de visionner toutes les autres chaînes. Et effectivement, c'est extrêmement confus. La plupart des gens se perdent dans des détails. Et en général, ils ont un background plutôt technique. Et les techniciens, ils ont beaucoup de qualités, mais ils n'ont pas forcément celle d'être pédagogue. Et moi, j'essaie d'être extrêmement pédagogue parce que je veux faire passer ce savoir, je veux transmettre ma passion parce que je pense que ça va changer le monde. Et je pense que plus tôt on s'y mettra, plus tôt on va comprendre ça, plus tôt on pourra prendre son destin en main, son destin digital en tout cas en main. Et pour moi, c'est très important. Donc, j'essaie de transmettre ça. Et j'ai beaucoup de respect pour le temps que vous me donnez. Je considère que quand vous me donnez 10 minutes de votre attention, pour moi, il faut que ce soit 10 minutes de full information, à fond les ballons. Après, vous pourrez décrypter, vous pourrez prendre ce qui vous plaît pas. Mais ouais, c'est ce qui me guide. Ouais. C'est vraiment excellent. Alors, je vois une question très intéressante dans le chat de Nicolas Génie. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de hack monstrueux sur tous ceux qui mettent leur crypto sur Ledger?
il a précisé plus loin, on peut se poser des questions car on voit tellement de hacks partout. Est-ce que tu peux, Benjamin, expliquer de quelle manière Ledger protège la clé privée? Ouais, alors, ouais, et puis, bon, c'est une bonne question. Ça permet de faire le point sur ce qu'on appelle un hack. C'est un mot générique maintenant, hack. Parce que, alors, qu'est-ce qu'est un hack? Est-ce que le fait d'avoir cliqué sur un email qu'on reçoit, donc d'avoir cliqué sur un lien malveillant, est-ce qu'on s'est fait hacker? Oui, on s'est fait hacker. Mais pourquoi on s'est fait hacker? Parce qu'on a bêtement cliqué sur un lien. Première chose. Donc ça, c'est le premier hack. Et croyez-moi, ça, c'est 95%, 95% pour nos amis belges et suisses. 95% des hacks, c'est parce qu'on a cliqué, parce qu'on a fait une mauvaise manip. Première chose. Ouais, c'est ça. C'est très, très fréquent, effectivement. C'est très fréquent. Donc, première chose, 95%, une mauvaise manip. Donc, est-ce qu'on pourrait encore et encore et encore répéter? N'ouvrez pas les emails que vous suspectez ou que vous n'attendez pas. Ne cliquez pas sur des liens SMS qui vous disent que vous avez gagné de l'argent. Ne cliquez pas sur des emails qui vous disent qu'il y a un colis qui vous attend et qu'il faut donner, le code PIN de votre carte de crédit. Arrêtez avec tout ça. Considérez votre email comme la porte d'entrée de chez vous, qui est quelqu'un qui sonne chez vous. Est-ce que vous allez ouvrir la porte sans demander qui c'est derrière? Ben non. Alors, les emails, c'est pareil. Ne cliquez pas sur les liens. Il y a même aujourd'hui, quand je reçois des PDF, je n'ouvre pas les PDF, même d'un ami, surtout d'un ami, parce que mon ami, il s'est peut-être fait hacker. Donc, ce que je vais faire, je vais ouvrir le PDF sur un lecteur online. Vous tapez lire un PDF online et vous le lisez online. Et s'il y a un malware dedans, bah, il ne sera pas sur votre ordinateur. Donc ça, c'est des règles de base. Après la crypto, par exemple Ledger, eux, ils disent faites attention à vos 12 mots, parce qu'il y a aussi, alors deuxième risque, c'est même pas un hack, c'est on perd ses mots-clés, on perd son code PIN de la clé, ou alors on perd sa clé Ledger, et on perd les 12 mots, on ne sait plus où on les a mis, parce que c'était sur un petit bout de papier. Et on s'est dit, bon, un petit bout de papier, je vais le mettre sur un coin de table. Eh ben non, en fait, c'est pas un coin de table. On peut perdre un des deux. On peut perdre un des deux. On est d'accord. On peut perdre soit les 12 mots, soit le ledger. Oui. On ne peut pas perdre les deux. Quand on perd les deux, on perd les fonds. Mais si on perd un des deux, on peut toujours recréer le deuxième. Oui, tu as raison. Et puis, dernière chose, il faut expliquer ce qu'est un ledger d'abord. Donc, un ledger, c'est de la très haute technologie. C'est la technologie des cartes à puce qui va générer une clé privée qui vous permet d'accéder à votre coffre privé sur la blockchain. Donc, c'est une clé qui ouvre votre espace privé sur la blockchain. Donc, par définition, la blockchain n'est pas hackable. Elle ne s'est jamais faite hacker. Ça ne peut pas se passer. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de hack. Les blockchains comme Bitcoin et Ethereum se sont jamais fait hacker. Il y a eu des attaques 51% sur des plus petites blockchains, mais pas Bitcoin ni Ethereum. Ethereum classique s'est fait hacker plein de fois, à une époque où ils n'avaient pas assez de validateurs. Ethereum classique, tu te souviens, c'était il y a quoi? Il y a 2 ans, 3 ans. Mais les vrais blockchains qui ont beaucoup de validateurs ne se font jamais hacker. C'est les portefeuilles qui se font hacker ou les smart contracts, mais pas les blockchains elles-mêmes. Oui. Les wallets se font hacker. Pourquoi? Par malveillance de son utilisateur. C'est-à-dire que pour rentrer dans mon… Alors, il y a 2 types de wallets. Donc, il y a le portefeuille MetaMask qui est sur mon ordinateur, par exemple. Donc là, si vous rentrez sur mon ordi, ah oui, vous pouvez prendre contrôle de mon MetaMask. Par définition, parce qu'il est accessible via mon ordinateur. Mais à condition qu'ils aient ton mot de passe MetaMask aussi. Oui, bien sûr, mais s'il y a un malware qui rentre… Alors, si je clique sur un email avec un PDF infecté, alors il va y avoir un malware. Et peut-être même que je ne m'en rendrai même pas compte et peut-être même que mon antivirus ne le verra pas. Et alors le malware… non, ça quand même, non. Il faut moi j'ai le Kaspersky Total Security. J'ai pris le plus haut qui existait. Il me trouve tout. Je veux dire, je pense qu'il est très puissant. Bon, après, c'est toujours la guéguerre entre les virus, les antivirus, ils se tiennent la bourre, mais je fais attention que ce soit toujours très à jour. Alors, si tu le mets à jour, si tu le mets à jour tout le temps. Ouais. Moi, c'est le cas de Malwarebytes. Sur MacBook, moi, je suis avec Malwarebytes et donc, logiquement, il est à jour tout le temps. Et puis moi, je fais très attention. Mais mettons qu'il y a un malware, alors le malware peut ouvrir mon MetaMask et vérifier quel mot de passe j'ai tapé, en fait, et récupérer le mot de passe. Ça, c'est certain. Après, la Ledger, il faudrait à ce moment-là qu'au moment… Alors, pour hacker une Ledger, par exemple, il faudrait que… comment peut-on hacker une Ledger? Alors, soit quelqu'un rentre physiquement chez moi et me subtilise ma clé Ledger et la prend dans ses mains et à ce moment-là peut brancher des câbles et alors ouvrir la Ledger, etc. Encore qu'il y a un phénomène de… Il n'aura pas le mot de passe. Il n'aura pas ton mot de passe de la Ledger. Exactement. Donc, la seule façon dont on peut vraiment hacker ma Ledger,
Et encore, il faudrait que je vérifie techniquement. Je ne suis pas un expert, mais il faudrait qu'au moment où ma ledger est branchée sur mon ordinateur pour valider une transaction, il faudrait qu'à ce moment-là, le malware puisse rentrer via le câble de mon ordinateur, etc. Enfin, impossible. Impossible. Le malware n'a pas accès à la ledger du tout. Ouais. Et en fait, le mot de passe, enfin, on va dire la clé privée, le super giga mot de passe, qui permet de déplacer les fonds qui sont sur la blockchain. Cette clé privée, elle est dans une partie de la ledger qui est inaccessible, mais complètement inaccessible. En fait, c'est segmenté dans la ledger. Et elle est utilisée à un moment précis quand il faut signer une transaction, c'est-à-dire transformer un code dans un autre code pour que ça devienne une transaction signée. Et ensuite, ce qu'on va diffuser, c'est la transaction signée. Et à aucun moment, ça permet de récupérer le super mot de passe, là, la clé privée. Et la clé privée, en fait, elle reste dans la ledger, elle n'en sort jamais. Même moi, je suis incapable de savoir quelle est ma clé privée de ma ledger, alors que pourtant, j'ai ma ledger et j'ai tous les mots de passe. C'est ça qui nous protège. Ça nous protège même de nous-mêmes. Donc, quand on a une ledger qui est bien gérée et qu'on n'a pas à montrer nos 24 mots à personne, eh ben, le seul moyen de me prendre des fonds sur ma ledger, ce serait soit que l'entreprise Ledger se fasse hacker et que la prochaine version soit pourrie, ce qui m'étonnerait, ils ont vraiment un super département de sécurité. Ils ont en tout cas une bien meilleure sécurité que moi, vu qu'ils sont nombreux professionnels très expérimentés. Primo, donc ça, c'est une possibilité. Et la deuxième, qui est la plus fréquente, malheureusement, c'est l'attaque à $5. C'est-à-dire, on vient vers toi avec un objet contondant, on te dit donne-moi tes cryptos, tu dis non, on te tape sur la tête et jusqu'à ce que tu dises oui. Et ensuite, ou alors on pointe un couteau sur la gorge de ton enfant. Et là, tu as tous les pouvoirs puisque tu connais tes mots de passe, tu sais comment déplacer les fonds. Et à ce moment-là, tu vas faire le job. Ça, c'est l'attaque à $5. C'est typiquement pour ce genre de raison que moi, mais la majorité de mes cryptos sont sur une ledger à laquelle je n'ai pas accès. J'ai accès ni à la ledger, ni aux 24 mots. C'est quelque part, je dois même prendre un avion pour y accéder. Et même si j'étais à Genève, je ne pourrais pas y accéder facilement. C'est volontaire parce que quand la ledger, elle est planquée quelque part et qu'on n'a aucun moyen de sortir les fonds momentanément, jusqu'à ce qu'on aille à l'endroit où c'est planqué, bien sûr, eh bien, dans un cas comme ça, on peut toujours envoyer des fonds sur la ledger. De la même manière que, imagine, tu as perdu ta carte bancaire, tu as oublié ton mot de passe, Dieu sait quoi, tu n'as plus aucun moyen de retirer des fonds de ta banque parce que, je sais pas, moi, on est le week-end ou que tu n'étais pas au bon endroit. Mais par contre, à tout moment, toi et n'importe qui d'autre peut envoyer des fonds sur ton compte. Il suffit de connaître le IBAN, le numéro de compte, les coordonnées de la banque. Paf, on fait un virement. Donc, n'importe qui peut t'envoyer des fonds et toi-même, tu peux t'envoyer des fonds sur ce compte. Tu n'as pas besoin d'avoir tes mots de passe et tes accès, etc. pour envoyer des fonds. C'est pour déplacer les fonds que tu as besoin de tout ça. Ben, c'est pareil pour la Ledger. Donc moi, c'est un peu comme un compte d'épargne. De temps en temps, j'envoie des trucs dessus. Mais par contre, si je voulais sortir les fonds, je ne pourrais pas. Et quand on sera à la pointe de la prochaine bulle, ben, c'est là que j'irai sortir les fonds. Ah, tu me fais penser, oui, effectivement, super analyse, ça, Chantal. Effectivement, c'est très, très bien tout ce que tu dis. Entendons-nous bien pour les gens qui nous lisent et qui lisent cette question, les cryptos sur la Ledger. Alors, on rappelle encore une fois, c'est un abus de langage. Les crypto-monnaies ne sont pas dans la Ledger. Les crypto-monnaies ne sont pas dans les wallets. Le wallet est très mal nommé. C'est ce qu'on avait dit au tout premier live. Je vous invite à revoir le tout premier numéro. Un wallet aurait dû s'appeler un porte-clés. Okay. Donc, un MetaMask, un Ledger, ce sont des porte-clés. Donc, ils vous donnent accès à une clé et cette clé va vous donner l'accès aux crypto-monnaies qui sont dans la blockchain. Donc, entendons-nous bien, quand on dit hacker la Ledger, ça veut dire récupérer la clé privée. Et alors, cette clé privée, elle est effectivement en sécurité dans un device qui est non hackable parce que ce device, il fait l'objet d'une très haute technologie. En fait. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Et puis, par ailleurs, il faut bien comprendre une chose, c'est que si on a mis en place tous les processus habituels, on range sa seed phrase, on range bien son wallet. Quand on connecte son ledger, on le connecte juste quelques minutes à Internet pour faire ses transactions et ensuite on le déconnecte d'Internet. On passe son ordinateur à l'antivirus. On fait attention de ne pas downloader des malwares. On fait attention à tout ça. On fait attention à quel Wi-Fi on se connecte. On fait attention avec qui on est dans la pièce, etc., etc. Quand on a fait tout ça, il est exclu qu'on se fasse hacker, quoi. Tous les gens qui se sont fait hacker, tous, d'ailleurs, on les voit sur Twitter, heureusement, ils reconnaissent leur tort.
tous les gens qui sont fait hacker se disent j'ai fait une erreur fatale et je sais laquelle. Moi, tous les gens que je connais, ils m'ont dit j'ai fait l'erreur fatale, voilà l'erreur que j'ai faite. Soit j'aurais pas dû cliquer sur ce lien, soit j'aurais pas dû laisser utiliser le Wi-Fi chez Starbucks, soit j'aurais pas dû faire ça chez des amis, soit j'aurais pas dû, soit, etc. Donc à un moment donné, il y a eu un moment d'inattention qui fait que, d'ailleurs, les hackers, ils sont malins. Les hackers, ils ne déploient pas des forces informatiques formidables. Les hackers, c'est tout simple. Ils essaient de vous piéger. Ils vous envoient un mail malveillant, ils vous envoient des cadeaux, des choses faramineuses où vous dites tiens, je devrais me mettre en accord avec cette personne-là. Et après, ils vont utiliser votre malveillance pour vous hacker. Enfin, votre manque de, pas malveillance, votre manque d'attention. Ouais, exactement. Alors là, on a une remarque tout à fait pertinente de Tony Herito. Ledger, Trésor, non, pas possible. Ledger ne possède pas les seed phrases. Effectivement. Mais imaginons que Ledger ou Trésor, donc Trésor, c'est un concurrent de Ledger, hein, donc c'est clés. En fait, on l'a pas dit au début. C'est des clés qu'on branche sur le port USB de l'ordinateur, ou alors on peut le faire par Bluetooth, qui permettent de conserver les cryptos dedans. Je ne sais pas si on l'avait dit des fois pour les débutants, vaut mieux le redire. Ouais. Hein. Voilà. Donc, Ledger et Trésor. Si, imaginons que, on va dire, un pirate prenne contrôle de tous leurs outils, toutes leurs bases de données, etc. Eh bien, ils auront. C'est arrivé une fois à Trésor l'été, il y a 1 an et demi, je crois. Ils se sont fait hacker la base de données de ceux qui faisaient du dropshipping pour envoyer les clés Ledger. Donc, ils ont obtenu les adresses géographiques et l'adresse email des gens qui avaient acheté une clé Ledger. Mais ils n'ont obtenu aucun code, aucune seed phrase, aucun mot de passe, tout simplement parce que Ledger ne les a pas. Ledger ne les a pas. Il nous envoie la boîte, voilà, elle est vierge. Et évidemment, il ne faut jamais acheter d'occasion ce genre de truc. Hein. Donc, il nous envoie la boîte vierge. On installe tout nous-mêmes. Et la seed phrase, les 24 mots, ainsi que le mot de passe qu'on met chaque fois qu'on allume la clé, eh bien, c'est nous-mêmes qui... Enfin, le mot de passe, c'est nous-mêmes qui le choisissons. Et la seed phrase, elle est déterminée à ce moment-là. Et voilà. Ledger ne la possède pas, donc ne peut pas se la faire hacker. Alors Chantal, c'est très bien que tu dis ça. Et je vois, il y a pas mal de questions sur, oui, mais qu'est-ce qui se passe si la société Ledger se fait hacker ou fait faillite? En fait, on est complètement obnubilés tous, moi le premier, par la centralisation. On imagine tous que Ledger, c'est comme Google et comme Gmail, en fait, et que Google possède tout dans une base de données et Google nous donne l'accès, s'il le veut bien, à ça. Ledger, et les entreprises comme Ledger, toutes les entreprises blockchain fonctionnent à l'inverse de ça. C'est-à-dire que Ledger et MetaMask vont vous proposer un outil, en fait, mais cet outil est de passage. En fait, c'est un outil temporaire. En fait, c'est presque une interface graphique, ce qu'ils vous proposent. Mais derrière ça, il n'y a pas de choses centralisées. Derrière ça, il y a des protocoles blockchain. Par exemple, la seed phrase que j'ai expliqué la dernière fois, c'est un standard qui est sur la blockchain qui génère 12 ou 24 mots qui représentent cette clé privée. Et en fait, ce qu'a fait Ledger, ils ont utilisé ce protocole algorithmique, en fait, qui va générer des mots, mais en fait, ils vont être générés par la blockchain. Ils ne vont pas être générés par Ledger. Et ce sont des protocoles qui sont open source, que tout le monde peut utiliser. Et pour finir, j'avais expliqué ça avec Exodus, qui est un hot wallet, mais où Ledger, c'est pareil. Au final, si vous avez juste les 12 mots ou les 24 mots, vous pourriez aller voir n'importe quel ingénieur, un développeur en fait, ou même vous si vous savez développer, et vous pourriez développer votre propre wallet sur une blockchain comme Ethereum par exemple. Et vous pourriez faire votre propre wallet et vous mettriez vos propres 12 mots et vous auriez accès à vos crypto-monnaies. C'est ça le truc complètement dingue en fait. Il y a aussi une question ici à laquelle je souhaite répondre. Voilà. Donc, il y a Mordax62 qui demande comment sortir ces tokens CAPS de Gate.io sur un wallet. Donc, quel que soit, oui, c'est vrai que moi, je recommande à mon audience depuis déjà un moment de n'avoir vraiment plus rien sur les exchanges. Donc, pour les mettre sur un wallet, tu vas sur gate.io et tu les déplaces. Mais la question, c'est est-ce que CAPS est reconnu par Ledger, par exemple?
Hein, CAPS, c'est donc Ternoa, si je me rappelle bien. OK. Donc là, j'ai ouvert la liste et je me suis dit que notre audience, qui ne s'intéresse pas forcément à CAPS, va s'intéresser à la liste des tokens qui sont reconnus par Ledger, qui sont très faciles à déplacer sur Ledger. Donc, je vais partager mon écran. Partager l'écran, voici. Et je passe sur la liste. Voilà. Donc là, c'est la liste. Ici, il y a l'URL. Je vais CTRL-C, je vais la mettre dans le chat dans un instant. Et donc, vous pouvez rechercher. Ils ont vraiment une très grande quantité de tokens. Vous pouvez activer ici un curseur. Est-ce que c'est pris en large par Ledger Live ou pas? Et ensuite, vous scrollez, vous regardez ceux qui vous intéressent. Il y en a vraiment beaucoup, beaucoup qui sont pris en charge. Et ça vous permettra de savoir lesquels peuvent être le plus facilement déplacés. Alors, je vais regarder pour Ternoa parce que je ne sais pas par cœur. Il n'y a pas Ternoa, mais je vais voir CAPS peut-être. CAPS, non, il n'y a pas. Donc, ça veut dire qu'ils ne sont pas ils sont pas reconnus par Ledger Live, ni par un wallet ou un outil concurrent. Hein, parce que, par exemple, Electrum, MyEtherWallet, enfin, il y a plein de solutions pour avoir d'autres wallets dans le cas où ça n'est pas pris en charge par Ledger Live. Mais dans ce cas, si vous arrivez à le mettre sur votre MetaMask, vous pouvez le mettre dans la Ledger. Parce que dans le MetaMask, il y a, alors je vais arrêter le partage, voilà, je reviens là. Dans le MetaMask, il y a un bouton ajouter un compte hardware wallet. Et là, vous mettez les coordonnées de votre Ledger. Il y a un moment où ça va vous demander d'appuyer sur le bouton. Hein, et vous ferez, voilà. Et à partir de ce moment-là, les deux sont connectés. Mais MetaMask ne peut pas sortir des fonds de la Ledger. Et même si MetaMask se faisait hacker, il ne pourrait pas sortir des fonds de la Ledger parce que MetaMask n'est pas capable d'aller appuyer sur les boutons. Donc après, si je veux amener une crypto depuis Gate vers MetaMask ou depuis MetaMask vers la Ledger ou depuis Gate vers la Ledger, du moment que MetaMask peut la gérer, je peux piloter ça avec MetaMask. Et MetaMask va me dire à quel moment il faut appuyer sur les boutons de la Ledger. C'est quelque chose que je fais régulièrement, ça marche très bien. Ouais. Donc j'espère que ça répond à la question de Mordax62. Ouais, moi ce que je fais, c'est alors pour les caps. Alors moi j'ai pas de caps pour l'instant, mais par exemple j'ai du Atom et j'ai vu que Atom, je peux pas les mettre, n'est pas reconnu par Ledger ni même par Trésor. Donc je les ai mis sur Exodus, qui est mon hot wallet, donc logiciel où là il y a vraiment tous les tokens. Sinon il y a Claude B qui nous parle du wallet SafePal pour les caps de Ternoa. Donc je connaissais, mais j'ai pas utilisé encore SafePal. Mais bon, des wallets, il y en a plein. Il en sort même toutes les semaines maintenant. Donc, mais ok, je vais explorer ça. C'est un bon plan. Et alors sinon, il y a aussi quelqu'un qui dit, mais Chantal, si tu perds tes 12 mots et que tu as accès à ta Ledger, comment tu fais? Eh ben alors pas de problème. Si vous avez perdu les 12 mots, vous ouvrez la Ledger avec votre mot de passe et vous dites, redonne-moi Ledger, s'il te plaît, redonne-moi mes 24 mots. Et Ledger va vous redonner les 24 mots que vous aviez notés mais perdus. À ce moment-là, vous les renotez. Mais il faut avoir évidemment la Ledger. Et si dans l'autre sens, on a perdu la Ledger ou qu'elle est tombée au fond de l'océan ou que la voiture a roulé dessus, eh bien, il suffit d'acheter une autre Ledger et avec les 24 mots, eh bien, on aura exactement le même contenu, les mêmes fonctionnalités. Alors, on a quelqu'un là, c'est bien, on a Mordax62 qui a l'air de s'y connaître un petit peu. CAPS n'est pas ERC20 parce que CAPS n'est pas un token d'Ethereum. CAPS est un token de la blockchain Ternoa avec des standards totalement différents. Et alors, MetaMask utilise, au-delà de ERC21, bon, MetaMask, on peut aller sur la Binance Smart Chain, où c'est des BP20. Mais tout ça, c'est quand même toujours l'écosystème Ethereum Virtual Machine, hein, puisque, à ma connaissance, on ne pourrait pas installer, peut-être Chantal, toi tu sais, tu peux installer du Ternoa sur MetaMask? Je suis en train de regarder la page CoinGecko parce que souvent le wallet recommandé est indiqué, mais là, ça n'est pas le cas. Mais attends, mais non, Ternoa, je vois qu'il a Etherscan. Donc, si, c'est un ERC20. Tac, tac. Ah oui, c'est EVM en fait, Ternoa. Ternoa, CAPS. Bah oui.
Il est sur Etherscan et BSC Scan. Tac, et je regarde là, contract information. Oui, j'ai le numéro de smart contract de Ethereum et de BNB. Attends, je vais aller voir si peut-être il y a plus de choix sur CoinMarketCap. J'aime bien Ternois, j'avais participé à l'ICO, j'en avais reçu tout plein. Ouais. Alors, Ternois. L'idée des capsules, elle est vraiment chouette. Hein. Et je pense qu'il y a plein de use cases pour ça et que là, on utilise vraiment bien le fait de réduire les intermédiaires et d'apporter la confiance. Donc, ça fait du sens. Ça fait vraiment du sens. Par contre, j'ai pas compris comment ils vont distribuer 20 ans plus tard le contenu de la capsule à quelqu'un qui aura peut-être changé 3 fois de email et de numéro de téléphone. Il y a un truc que j'ai pas bien compris. Mais non, il faut un wallet. Tu donnes un numéro de wallet. Ouais, mais dans 20 ans, un numéro de wallet, qui c'est qui l'aura encore Mes petits-enfants sont même pas encore nés, quoi. Sur ta Ledger, sur la Ledger, le numéro de wallet, il reste éternel. Ouais, ça, c'est une très bonne remarque. Ouais, je pense que ça résout le problème. Alors là, je viens de vérifier sur CoinMarketCap, c'est pareil. Hein. Il y a les numéros de smart contract, Ethereum et BNB Smart Chain. Donc, pour moi, c'est bon. Hein. J'ai pas de caps, donc je ne savais pas que c'était. Oui, effectivement, maintenant, c'est vrai qu'il y a plein de tokens, enfin, il y a plein de projets blockchain qui listent sur sur plusieurs grosses blockchains, comme BSC ou Ether. Ouais. Alors là, on a Tony Erito qui nous dit qu'effectivement, avec MetaMask, en ce moment, ils uploadent les ID des utilisateurs et sûrement d'autres data. Oui, et ils le font depuis longtemps. Hein. En fait, je pense que tous ceux qui peuvent le faire le font, malheureusement. On est tous un peu à fleur de peau à ce niveau-là, hein, ne serait-ce que ce qu'on a vécu avec Google, Facebook et tout ça. On n'aime pas du tout se faire comme ça espionner. Moi, j'ai perdu toute illusion à ce sujet. Je suis persuadée qu'ils me connaissent beaucoup mieux que moi-même. Et alors, heureusement, ils ont annoncé qu'ils ne uploadent pas les IP, les adresses IP des ordinateurs. Mais bon, après, c'est ce qu'ils disent. Alors, en fait, il faut préciser que ce n'est pas MetaMask qui nous espionne, c'est Infura, qui est un des outils utilisés par MetaMask. Et donc, il existe des solutions pour modifier les réglages dans MetaMask pour ne plus utiliser les outils de Infura, mais d'un concurrent. Je pense que oui. Alors, moi, j'ai indiqué une solution comme ça dans mon groupe privé à ceux qui souhaitaient le faire. Moi-même, je ne souhaite pas le faire. Je suis persuadée que de toute façon, ils en savent plus sur moi que moi-même. Donc, je me casse pas la tête avec ça. J'ai juste choisi de rien faire d'illégal et comme ça, je dors tranquille. Et puis voilà, quoi. Mais c'est vrai qu'on est espionné de tous les côtés. Il va falloir faire avec. Oui. Derrière Infura, il y a Consensus, qui est une énorme entreprise blockchain et qui évidemment, j'allais dire, collabore avec le gouvernement. Oui, en fait, évidemment qu'ils vont rien refuser au gouvernement américain, car on ne refuse rien au gouvernement américain, parce que le gouvernement américain peut déchaîner la foudre contre vous. Ils ont mis en prison le codeur de Tornado Cash. Ils sont en train d'explorer, d'analyser tous les blocs de Ethereum, de la V2 d'Ethereum. Tous les blocs sont passés au peigne fin par les autorités et par la gouvernance américaine. Et c'est comme ça, et ça ne changera pas, et c'est un empire, et il faut faire avec. Simplement, la blockchain, la décentralisation peut permettre à plein de nouveaux acteurs d'émerger dans le monde digital et de proposer des services nouveaux. Par exemple, dans la banque, c'est pour ça que je suis passionné de DeFi, parce que ça va être les nouveaux banquiers de demain, enfin, les banquiers entre guillemets, en tout cas, les services financiers de demain seront gérés non pas par des mastodontes, mais peut-être par des petites startups de 10 personnes. Et je suis extrêmement attentif à ce qu'ils font, quoi. Et pour une fois, on pourra avoir des services adaptés vraiment à nos besoins, faits entre particuliers, quoi. Donc c'est ça qui m'intéresse. Mais faut pas rêver, on sera contrôlé, on sera ultra contrôlé. Mais maintenant, on sait qu'on peut ouvrir des wallets on peut ouvrir plein de wallets tous les jours, hein, on peut ouvrir une centaine de wallets chacun sur toutes les blockchains. Et donc, avant qu'ils arrivent à retrouver tous les wallets que vous avez ouverts, alors on va dire qu'on complexifie la tâche du régulateur, enfin, de celui qui vont nous surveiller. On leur complexifie la tâche, plus on a de wallets et plus on a d'interactions avec différentes blockchains. C'est aussi pour ça que je veux vous alerter à ça et dire explorer parce qu'ils auront du mal à vous trouver à force.
Oui, et puis en plus vous explorez, plus vous avez des chances de recevoir des airdrops, des cadeaux gratuits. Ouais. Tout d'un coup, vous ouvrez votre compte, il y a des trucs sympas. Voilà. Mais je voulais aussi répondre à cette question. Alors, franchement, Kaido, tu as raison. Franchement, c'est désolant ce qui se passe avec les cryptos en ce moment. Mais en même temps, c'est réjouissant parce que ceux qui magouillaient à fond, eh ben, ils se cassent la figure beaucoup plus vite que dans la finance classique. Alors finalement, c'est pas si désolant que ça. C'est un peu comme un feu de forêt. Sur le moment, c'est horrible, mais après, ça a fait le grand nettoyage. Et puis là, il y a une question intéressante de Nicolas Génie sur la même thématique que tout à l'heure. C'est très logique ce qu'il dit. Si je me fais voler ma ledger, alors le voleur peut demander à ma ledger qu'on lui redonne les mots, hein, puisqu'on a dit que si on avait perdu les mots, il pouvait le retrouver. Et là, on a une réponse de Jaja qui est tout à fait intelligente. Non, parce qu'il faut le mot de passe. Et il y a eu une fois où quelqu'un avait réussi, en détruisant la ledger, en magouillant, à retrouver le mot de passe, et ils ont immédiatement changé de version ledger, et depuis lors, ça n'est plus du tout possible. Donc, même quelqu'un qui a la ledger dans la main, il n'a pas le mot de passe, il n'a aucun moyen d'obtenir le mot de passe, même en l'ouvrant. Et oui, puis une fois de plus, Voilà. c'est pas une boîte centralisée. Enfin, c'est pas un écosystème centralisé, c'est décentralisé. Donc, Ledger va vous dire, mais on ne vous connaît pas, on ne sait pas qui vous êtes. D'ailleurs, une Ledger, ça s'achète anonymement. Hein. Ils ne connaissent pas votre nom, Ledger. En tout cas, j'ai une bonne info. Atom, effectivement, Atom est pris en charge. Je suis allé vérifier maintenant par la nouvelle version de Ledger Live que je n'ai pas encore installée. C'est pour ça que je ne le vois pas Cosmos dans mes possibilités. Merci, Jaja. Ça, c'est une bonne info. Je suis ravi. Oui, on apprend tous les jours. Je confirme. C'est marqué. Ouais. Ouais. Alors, bon. Très, très bien. Alors, nous avons, je pense, assez. Ça fait à peu près 1 heure. Hein. C'est tout bon. On continuera la prochaine fois. Est-ce que tu voudrais dire quelques mots, Benjamin, dans cette période un peu troublée que nous vivons, quelques mots de clôture pour réconforter notre audience? Oui, c'est simple. On est dans des cycles. Quand on comprend et quand on fait comme Chantal et moi et qu'on est vraiment dans l'analyse tous les jours depuis des années, on comprend que tout marche par cycle. Ça fait longtemps que ça marche par cycle. Le stock exchange de New York depuis les années 1920, ça marche par cycle. Le Nasdaq, ça fonctionne par cycle. Le S&P 500, ça fonctionne par cycle. Et la crypto, ça fonctionne par cycle. Et quand on regarde, on dézoome, et on a déjà de l'historique 2013, enfin ça fait 2009 le premier bloc Bitcoin, donc ça fait 13 ans. Ether, ça fait 2015, donc ça fait déjà des années qu'on a de l'analyse du retour sur les cycles. Et en fait, nous sommes bien sûr dans un cycle baissier qui a suivi un cycle haussier qu'on a tous vécu l'année dernière, et le prochain sera un cycle haussier. Donc après, à voir si le prochain cycle, il est dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, mais il reviendra. Et je dirais même que s'il est que dans 2 ans, c'est rien du tout à l'échelle humaine, à l'échelle des cryptos, à l'échelle de la technologie, c'est rien du tout. Donc, ne vous laissez pas endoctriner par les médias, médias, les entreprises, un peu tout ce beau monde, on l'a vu autour de Sam Bankman aussi, hein, il y a beaucoup de manipulations. On veut vous faire lâcher vos cryptos, on veut que vous paniquiez, on veut que vous vendiez, parce que derrière, il y a les gros qui achètent. Et on voit on-chain, on voit les gros wallets qui ont beaucoup de Bitcoin, qui en achètent massivement du Bitcoin. Oui, et aussi du Ethereum depuis. C'est complètement dingue. C'est les gros comptes qui achètent aux petits comptes en ce moment. Ouais. Et vraiment, c'est exactement comme tu dis. Moi, ce que je recommande à mon audience, c'est de regarder la courbe Bitcoin sur 5 ans et de s'imaginer qu'on est début 2019. Ok, c'est le bon moment pour faire du DCA. Ouais. Donc, ok, et sinon, on me dit, il y a Jérémy qui me dit une ledger ne s'achète pas anonymement. Alors oui, quand on achète ledger, on met sa carte de crédit, son nom et son adresse, mais les 12 mots ne sont pas associés à votre nom. C'est-à-dire que ledger… Les 24 mots. Les 24 mots. C'est MetaMask en a 12 et Ledger 24. Ledger en 24. Et Ledger vous dit, si vous avez perdu les 12 mots, ne nous appelez pas, ça ne sert à rien, on ne les a pas. Ouais, excellent. Excellent. Yes, eh bien, merci pour ces mots de réconfort. Et on continuera avec un prochain live la semaine prochaine, si tu es toujours d'accord, Benjamin. Merci, avec plaisir, Chantal. À bientôt. Génial. À bientôt. Au revoir. Bye.